Et puis j'ai encore deux petits points que je voudrais dire par rapport à cet aménagement complet des temps de l'enfant. Ça, c'est des choses qui me viennent d'un autre prof de psycho avec lequel j'avais travaillé, Paul Fraisse, qui avait beaucoup travaillé sur le rythme des enfants, y compris sur les rythmes par rapport au tempo, etc. Et en fait, il avait démontré que le temps d'attente est toujours trop long pour les enfants. Il est toujours trop long. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand ils attendent un plat, ils ne savent pas attendre tranquillement. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Et en fait, j'ai constaté qu'à l'école, il y a pas mal de temps d'attente comme ceux-là qui ne sont pas forcément intéressants pour les enfants. Et en particulier, là je dois dire, je ne connais pas suffisamment votre commune pour savoir comment ça se passe chez vous, mais dans les communes que j'ai accompagnées, il y a des enfants qui arrivent très tôt le matin. Il y en a qui arrivent à 7h, 7h15, 7h30, ça dépendait des communes où j'étais, et qui finalement sont obligés d'attendre que la classe commence, c'est-à-dire parfois 1 heure quand ce n'est pas 1h15. Et on s'aperçoit qu'au bout de ce temps-là, ils sont un peu démotivés, parce qu'il faut les remotiver pour démarrer. Et en travaillant avec les familles, j'avais compris que certaines d'entre elles tentaient de les réveiller plus tôt, ces enfants-là, pour leur donner un petit déjeuner avant qu'ils ne rentrent à l'école. Alors ça, c'est une erreur, d'une part parce qu'on interrompt le sommeil de l'enfant, d'une part, mais surtout parce qu'on lui donne un petit déjeuner au moment où ce n'est pas l'heure. Il n'a pas faim à ce moment-là. Donc finalement, ce petit déjeuner, il ne sert pas à grand-chose parce qu'il ne va vraiment pas le prendre dans de bonnes conditions. Et donc la proposition que j'ai faite aux communes accompagnées, c'était de dire aux parents de fournir le petit déjeuner aux enfants pour qu'il arrive à 7h30 à l'école, enfin à la garderie, avec son petit déjeuner. Et du coup, à ce moment-là, on aménage une tablée où les enfants sont installés pour prendre tous ensemble leur petit déjeuner, ce qu'ils font tranquillement, jusqu'à 8h, 8h15 parfois. Ils ne sont pas bousculés, ils ont bien le temps de le prendre. Ils apprécient énormément parce qu'ils ne sont pas en train d'attendre. Ils sont comme s'ils étaient à la maison, en train de prendre leur petit déjeuner, ce qui devient un vrai temps de transition douce pour eux entre le passage de la maison au passage à l'école. Et puis un autre temps aussi pour démarrer la matinée où j'ai constaté à quel point on met les enfants parfois en difficulté bêtement, inutilement, c'est que quand je suis dans les écoles, je suis donc là dès 7h ou 7h30, ça dépend quand ça commence, et puis au moment où l'école va ouvrir, tout le monde, je sors dans la cour et je vais au portail, examiner ce qui s'y passe. Et là, je vois arriver des enfants très tranquillement, très calmement sur le trottoir, le maman, la maman qui tiennent la poussette, etc. Ils sont calmes. Et puis, on ouvre le portail de l'école. Les enfants passent un pied au-dessus du seuil du portail et ils se mettent à courir. Et la partie à s'exciter, on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde court, donc ils courent. Ils sont complètement excités. Et après, on dit, il faut un quart d'heure pour les ramener à leur niveau de vigilance. Oui, c'est un peu du temps perdu. Donc ça, j'avais travaillé avec les enseignants, ces communes-là, et je leur avais dit, mais puisque vous êtes là, pourquoi vous ne les faites pas rentrer directement en classe? Et donc depuis le début de la réforme, c'est ce qui se passe, les enfants rentrent immédiatement en classe quand ils arrivent à l'école, qu'ils soient en maternelle ou en élémentaire. Du coup, c'est aussi un temps de transition douce pour eux. Ils sont calmes, ils sont tranquilles, ils sortent leurs affaires, ils se préparent, etc. Ils se préparent dans la tête à se mettre au travail, mais calmement, sans s'énerver. Et quand je vous disais tout à l'heure d'arrêter de dire que les élémentaires et les maternelles ne sont pas pareils, moi je pose la question inverse. Est-ce que vraiment on propose à tous les enfants d'élémentaire des choses qu'on ne propose qu'aux maternelles, mais qu'on n'ose plus proposer aux élémentaires sous prétexte qu'ils sont grands? Et si je vous le dis, c'est parce que je travaillais avec des collègues de toute section. J'ai une collègue de CM2 qui me disait, j'ai bien entendu ce que vous me disiez. Effectivement, j'ai dit à mes CM2, ces minutes-là, c'est à vous. Vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de prendre ce que vous voulez. Et elle a été très surprise de constater que ces élèves de CM2, pour une grande partie d'entre eux, sont allés rechercher dans les étagères des perles à enfiler et la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la matinée, c'est juste ça qu'ils ont envie de faire. Patouiller quelque chose, tranquillement, voilà, et de démarrer la matinée calmement. Et dans cette école, tout a changé. Il n'y a plus de sonnerie à l'école, c'est la musique qui, le matin, dit c'est l'heure de tout ranger et maintenant on se met en place et on va démarrer. Du coup, les enfants, ils démarrent dans le grand calme et ils sont tous disponibles. Et puis savoir également que Paul Fraisse m'avait appris et j'ai constaté que tous les temps de transition sont des sources de fatigue pour les enfants. C'est-à-dire que plus on émiette les temps dans la journée d'un enfant, plus on la parcellise, plus on la découpe, cette journée,
plus on provoque des temps de transition avec changement de référent, de lieu, etc., plus c'est une source de fatigue. Donc c'est vrai que ça fait partie également de ce que j'ai essayé d'éliminer dans les organisations que j'ai mises en place. On n'a plus ces temps de transition qui permettent qu'effectivement les enfants bénéficient davantage de tous ces temps-là. Alors voilà tout ce que je voulais vous apporter comme connaissance par rapport à l'ensemble de ces rythmes et leur respect. Je pense que quand même, vous aurez pu ressentir qu'une fois qu'on connaît bien les rythmes circadiens et leur fonctionnement, on s'aperçoit qu'on a tort, en France, de vouloir toujours considérer le matin comme équivalent à l'après-midi. Il n'a jamais été équivalent à l'après-midi. Ça fait très longtemps qu'on le sait, puisqu'un psychologue qui s'appelait Alfred Binet l'avait déjà démontré à la fin du XIXe siècle, où il avait travaillé avec Jules Ferry, qui mettait en place les écoles, et il avait publié un bouquin qu'il avait intitulé La fatigue intellectuelle, dans lequel il relatait toutes les expériences qu'il avait faites en classe pour voir quels étaient les moments les plus propices pour des activités qui requièrent beaucoup d'attention. Et il avait toujours démontré que c'est le matin. Et il disait aux enseignants avec lesquels il travaillait, faites bénéficier vos écoliers de la clarté mentale de la matinée. Et puis quelques années plus tard, c'est un autre chercheur, Pierre Magnien, qui était médecin, et qui connaît bien l'école puisqu'il a été recteur des cours de sa carrière professionnelle. Et il a fait, lui, des relevés physiologiques chez les enfants. Et en fait, il a constaté exactement la même chose. Il a dit, c'est le matin que les enfants sont les mieux synchronisés. Et l'après-midi, on n'a jamais le même niveau de synchronisation que le matin. Jamais. Il avait même testé ce qui se passe quand on revient alors qu'on a eu une pause méridienne vraiment aménagée. Puisqu'effectivement, on doit l'aménager, puisqu'il faudrait que tous les enfants aient un temps de relaxation au cours de ce moment de la journée, tous, jusqu'au CM2. Eh bien, il a constaté que malgré ça, le retour après n'est jamais aussi synchronisé qu'il ne l'est le matin. Donc c'est bien la raison pour laquelle, personnellement, j'ai toujours défendu le plus de matinées possible. Je suis allée très loin, puisqu'un des projets qu'on avait mis en place avait 6 matinées. Tout le monde en était ravi. Et en fait, c'est ni les enseignants, ni les parents, ni les enfants qui ont décidé de supprimer ces 6 matinées. C'est tout simplement le décret d'Arcos en 2008 qui a supprimé le samedi matin de classe. Et donc ils ont dû passer à 5 matinées, mais s'ils avaient pu rester à 6, ils seraient restés à 6. Et tout le monde en était très content. Mais je dois dire également que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait depuis le début que je fais des projets. J'ai toujours dit qu'il fallait des matinées plus longues. Parce qu'en allongeant les matinées, on ne travaille pas du tout de la même façon. Pas du tout de la même façon. Donc ça, c'est ce que je fais depuis très très longtemps. À Lille, ils sont toujours à 4 heures le matin. Dans les autres communes accompagnées, c'est 3h30 ou 3h45. Et le gros intérêt, c'est qu'en maternelle, bien en maternelle, on laisse du temps aux enfants. Et pourquoi c'est important en maternelle? Parce que j'ai fait beaucoup d'observations en maternelle. Et je me suis rendu compte que quand on a une petite matinée, qui est entrecoupée d'une longue récréation, parce que forcément pour les maternelles, elle est longue pour mettre le manteau, etc., le temps de remettre en route les enfants, etc., il reste relativement peu de temps, et que le mot que j'entends le plus souvent, le terme que j'entends le plus souvent en maternelle, c'est dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Cet enfant, il commence l'école, et il est frustré, parce qu'on lui demande toujours de se dépêcher. Eh bien, depuis qu'on a nos longues matinées, on ne le bouscule plus. Ils vont au bout de ce qu'ils ont commencé, il n'y a pas besoin de leur dire sans arrêt dépêche-toi, et ça c'est un vrai plus pour eux. Et en élémentaire, on a aussi prouvé que grâce à ces longues matinées, on bouscule complètement, pédagogiquement, le fonctionnement, complètement. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire des matinées avec des maths et du français, d'abord parce qu'on a quand même beaucoup d'expériences qui ont prouvé qu'on n'apprend pas à lire, écrire et compter qu'en maths et en français, et que c'est même quand on met en application ces apprentissages-là dans d'autres matières qu'on prouve qu'elles sont acquises. C'est quand l'enfant est capable de lire une consigne de maths et de la comprendre qu'on peut dire qu'il sait lire. C'est quand il lit un paragraphe d'histoire et qu'il comprend ce qu'il dit qu'on peut dire qu'il sait lire. C'est pas quand il répétera à l'envers le même texte de français en français qu'il apprend finalement par cœur et donc voilà, il le récite par cœur, mais c'est pas de la lecture qu'on peut dire il sait lire. Et donc avec nos longues matinées, le matin les enfants font de tout.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas que des maths et du français, on fait de la musique, on fait de l'EPS, on fait des arts plastiques, on fait de la langue vivante, on fait tout ce qui est de la découverte du monde, etc. Et le gros intérêt d'implanter ces matières le matin, c'est qu'on va jouer sur des alternances pédagogiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un temps où ça va être très abstrait, donc où la concentration sera très forte et le coût cognitif sera très fort. Et ensuite, on aura une matière où on fera plus appel à la créativité, ou plus appel à la motricité, pour revenir après à une matière plus abstraite. Et grâce à cette alternance-là, on donne des temps de respiration à l'enfant et sa disponibilité est longue beaucoup plus longtemps. Et donc ça, c'est vraiment des expériences très anciennes que j'ai là-dessus, puisque je vous dis, ça fait 22 ans à Lille qu'on est à 4 heures et que personne ne veut changer. Et depuis 2014, toutes les communes que j'ai accompagnées qui ont mis ça en place reconnaissent effectivement que c'est ce qui a permis véritablement de changer dans les pratiques d'enseignement et de faire en sorte que les enfants finalement soient en meilleures conditions d'apprentissage. Et puis j'en arrêterai là juste avec un petit rappel quand même, c'est l'ambition de départ de cette réforme, parce que j'ai tendance à croire qu'on les a un peu oubliées, ces ambitions de départ. Les ambitions en 2013, même en 2012, c'était quoi? Quand François Hollande a récupéré le rapport qui émanait des journées de concertation qui avaient eu lieu pendant l'été 2012, il avait dit la réforme des rythmes, c'est le premier levier de la réussite des enfants. Dans la lettre au maire que Vincent Payon avait envoyée en janvier 2013, il avait dit également que c'est le premier levier de la refondation de l'école. Dans l'annexe au projet de loi, il était dit également que grâce à cette réforme, on allait changer profondément le fonctionnement de l'école et faire évoluer les pratiques des enseignants. Donc ça, je crois qu'on l'a vraiment oublié, parce qu'on a surtout basé tous les rapports sur les activités dites périscolaires, mais qu'on a oublié d'aller regarder ce qui a véritablement changé dans l'école. Et pourtant, le rapport, le seul qui existe, c'est celui de l'inspection générale. Il a justement montré que malheureusement, la 5e matinée n'a profité qu'aux maths et au français. On a refait des maths et du français sur la 5e matinée, et que ça a mis en danger les autres matières comme la musique, comme le PS, comme les arts plastiques, etc. Ça, c'est quand même tout à fait dommage, parce qu'on pouvait l'éviter, on peut faire en sorte qu'au contraire, on valorise ces matières-là, qu'on leur donne toute leur place au moment où les enfants sont plus disponibles. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Decamps pour toutes ces explications, cette expérience très riche et illustrée par directement votre pratique auprès des enfants. Je pense que c'est vraiment très très riche d'enseignement.